La télévision a occupé une place énorme dans notre quotidien durant les années 90-2000. Après l'école, le mercredi après-midi ou le samedi soir, on allumait la télé sans trop réfléchir et on tombait sur des émissions qui ont fini par rythmer nos semaines, nos discussions à la récré et même nos rêves. Et à cette période, Internet n'était pas encore partout. Les réseaux sociaux n'existaient pas et la télé était vraiment le centre de tout. Et c'est là qu'on découvrait la musique, les stars, les séries et même la science ou la culture. Et parmi tout ça, certaines émissions ont réussi à marquer toute une génération d'enfants et d'ados. Alors aujourd'hui, j'avais envie de replonger avec vous dans cet âge d'or de la télévision jeunesse et ado pour redécouvrir 6 émissions cultes qui ont façonné notre façon de regarder la télé, de rêver et parfois même de se projeter. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile et j'ai donc grandi avec les années 2000. Et sur cette chaîne, on rouvre ensemble nos tiroirs à souvenirs de nos années 90-2000, pop culture, clichés, objets cultes, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Et on va commencer ce tour d'horizon avec une émission musicale française culte qui a commencé durant le début des années 90 et qui a perduré dans les années 2000, le Hit Machine. Et à l'origine, le Hit Machine, il est présenté par Yves Noël et Ophélie Winter. Yves Noël, c'est un petit peu déjà son terrain, puisque un an auparavant, il co-animait déjà avec son frère jumeau, Hervé Noël, une émission ancêtre du Hit Machine Multipop. Quant à Ophélie Winter, elle n'est pas encore très bien connue du grand public à ce moment-là, bien qu'elle fasse déjà partie de l'industrie depuis quelques années. À la fois mannequin, actrice, elle s'essaie également à la chanson en sortant quelques singles, mais qui vont pas vraiment rencontrer le succès. Et c'est donc grâce à l'émission Hit Machine qu'Ophélie Winter va gagner en popularité. Cette compile, c'est tout simplement un disque classique de la dance. Les chansons sont sorties entre 79 et 82, mais elles n'ont absolument pas vieilli. C'est donc un album à posséder absolument indispensable dans votre discothèque. Elle sortira d'ailleurs l'année d'après, en 1995, son plus grand succès, Dieu m'a donné la foi. Et au départ, le Hit Machine, il connaît un départ assez compliqué. Du coup, la chaîne, elle va miser sur un nouveau duo, Charlie et Lulu. Et le concept de l'émission, lui aussi, va évoluer. Le programme qui était à la base diffusé en quotidienne devient hebdomadaire, vous savez, notre petit rendez-vous du samedi matin. Et au classement et à la diffusion de clips vient s'ajouter des performances des artistes qui viennent chanter sur le plateau et en public. Une nouveauté qui s'inspire de l'émission britannique Top of the Pop. Et rapidement, la nouvelle formule, elle prend et Hit Machine est un vrai succès. L'émission est rapidement devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes téléspectateurs et le Hit Machine, c'est d'ailleurs pour certains un vrai tremplin puisque de nombreux artistes français et internationaux ont fait leur premier passage télévisé dans cette émission, comme par exemple Laurie en 1997 avec son tout premier single Écoute ton cœur, avant qu'elle ne connaisse le vrai succès dans les années 2000. Et puis le Hit Machine, c'est un enchaînement de grandes stars internationales du moment et très populaires, comme par exemple les Spice Girls, Justin Timberlake, Beyoncé ou encore Britney Spears. C'était dingue. Et puis au-delà de ça, ce qui a fait également le succès de l'émission, c'est qu'elle est diffusée vraiment toute l'année, même en été, avec notamment des émissions spéciales. Et le succès de Charlie et Lulu, il ne s'arrête pas là. Ils vont former en 1997 un boys band parodique avec deux de leurs complices et ils vont devenir les Top Boys et enregistrer un album vendu à 350 000 exemplaires qui va inclure le succès Le feu ça brûle, un titre parodique du groupe Worlds Apart. Et puis c'est vers 2002 que l'émission va petit à petit baisser au niveau des audiences. L'émission se renouvelle un petit peu, les audiences remontent un tout petit peu elles aussi, mais c'est à partir de 2007 que la vraie chute va commencer. En 2008, Charlie et Lulu quittent le navire. Selon eux, l'arrivée d'Internet et l'accès à la musique qui était devenu plus facile a provoqué totalement la perte d'intérêt du public pour l'émission. Et c'est donc Pierre Mathieu, ancien animateur du Morning Café
fait entre 2006 et 2008 qui va prendre le relais. Et une fois de plus, un nouveau concept pour réessayer de réattirer le public. Exit le plateau, cette fois-ci Hit Machine est tourné en extérieur, mais ça va pas prendre du tout et le programme est un échec. Il s'arrête alors en février 2009. Mais M6 il s'accroche comme une moule à son rocher, il veut pas lâcher l'affaire. Alors il relance l'émission au mois de mars, mais cette fois-ci en quotidienne, et ça ne dure que 5 minutes. Mais ça ne prend toujours pas. Hit Machine finit par disparaître définitivement 15 ans après sa première diffusion. Mais même après sa fin, Hit Machine a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective, au point qu'une compilation spéciale Génération Hit Machine a été diffusée sur W9 à partir de 2012, revenant sur les moments marquants et les plus grands succès de l'émission. Bref, Hit Machine, c'était bien plus qu'une simple émission musicale. C'était vraiment un rendez-vous hebdomadaire qui a marqué toute une génération et qui reste clairement aujourd'hui associé à la culture pop des années 90-2000 en France. Nous voilà désormais en 1996 et M6 va nous proposer une nouvelle émission, cette fois-ci de type télécrochet, Graines de Star. Une émission emblématique des années 90 et début des années 2000 qui a marqué toute une génération de téléspectateurs passionnés par la musique et a permis la découverte de nombreux talents. Créée par Thierry Ardisson et présentée par Laurent Boyer, elle était diffusée sur M6 chaque vendredi soir de 1996 à 2003. Le principe de l'émission, il était assez simple. Faire découvrir de jeunes talents devant le grand public. Et ce qui la différencie un petit peu de ce qu'on connaît par rapport notamment à la Starac ou la Nouvelle Star, eh bien c'est que Graines de Star, elle n'était pas là pour former des talents, elle était là juste pour les révéler. Et à l'origine, le concours, il est structuré en 5 catégories. Graines de top, graines d'animateurs, graines de comiques, graines d'imitateurs et graines de chanteurs, dans lesquelles des candidats s'affrontaient sur scène en interprétant des performances variées devant un public et leur parrain, en général, un artiste assez connu. Et au fil de saison, le concept, il va évoluer avec de nouvelles catégories comme graines de danseurs ou encore graines de comédiens pour répondre à la demande du public et l'envie de diversifier les talents qui vont être mis en avant. Et Graines de Star, ça a été un véritable tremplin pour de nombreux artistes et de nombreuses personnalités qui ont fait carrière par la suite. On a pu y voir notamment Jean Dujardin, Alizé, Bruno Salomon, Evangélie, Jennifer, Grégory Lemarchal, Christophe Maé, Nadia, Leslie et bien d'autres. Une vraie pépinière à talent. Et très rapidement, l'émission, elle va capter son public grâce à un format vraiment très dynamique et surtout très varié au niveau des prestations. Et surtout, elle donne l'occasion à de jeunes talents de se produire sur scène et devant des milliers de téléspectateurs. Ce qui laissait clairement présager à l'époque que chacun et chacune avait sa chance et que tout le monde avait le droit de rêver grand. Et durant certaines saisons, la finale, elle se déroulait même dans des salles prestigieuses comme le Cirque d'hiver ou le Carrousel du Louvre, ce qui donnait aux candidats une expérience de scène professionnelle et faisait clairement rêver les téléspectateurs. Et l'émission, elle se renouvelle sans cesse. Et elle va proposer des spéciales comme Concours Modèle, une spéciale Céline Dion ou encore Maxi Graines de Star. Puis en 2001, encore une nouveauté, un single composé par David Hallyday est proposé au vainqueur. Le single, il est donc remporté par Cilia, la grande gagnante, et il s'intitule Un monde à refaire, un single qui sera un vrai succès et qui va devenir disque d'or. De l'hiver, j'ai à peine ouvert les yeux que dehors tout devient sombre et silencieux, comme déjà mort. Mais c'est en 2003, après 8 saisons et 52 émissions, que Graines de Star va s'arrêter. Elle n'arrive pas à rivaliser avec un autre programme qui fait sensation à ce moment-là, à la recherche de la nouvelle star. Mais Graines de Star, ça a laissé derrière un héritage fort dans la mémoire collective en tant que précurseur des télécrochets musicaux en France. Une émission de divertissement qui est restée gravée dans nos mémoires et qui a vraiment aidé à révéler beaucoup de talents que l'on connaît
aujourd'hui. Pour la prochaine émission, je pense qu'elle faisait partie de mes préférées quand j'étais petite. Je ne la loupais jamais et alors vraiment, j'adorais la présentatrice, vraiment c'était ma chouchou. Je vais vous parler de l'émission Fan 2, une émission de télé française emblématique qui a été diffusée à partir de 1997 et qui était conçue comme un rendez-vous hebdomadaire pour les ados de l'époque, passionnés par l'actualité musicale et l'univers des célébrités. À l'origine, l'émission elle se concentrait surtout sur l'actualité des boys bands, chanteurs à la mode, et elle était présentée par une toute jeune animatrice, la fabuleuse Séverine Ferrer. Retour sur le plateau de Fan 2 pour un hit des plus beaux mecs. Si vous aussi vous voulez participer à nos hits et choisir vos stars préférées, vous consultez sur votre Minitel le 3615 code M6 rubrique Fan 2 et vous suivez le guide. Alors qui sont les 5 plus beaux mecs du moment ? Et chaque semaine, elle nous faisait le point sur l'actualité musicale de nos stars préférées. Produit par M6, l'émission elle va très rapidement trouver le succès et son public auprès des jeunes. Le concept évolue au fil des saisons et petit à petit, Fan 2 s'élargit. On s'intéresse désormais à l'actu ciné, télévision et au people en général. Et Séverine Ferrer, elle va nous proposer également de belles interviews, notamment avec de grandes stars pop de l'époque comme Christina Aguilera ou encore Britney Spears. Et clairement, Fan 2 c'était l'émission à ne surtout pas louper pour tout savoir de nos stars préférées. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque. Donc quand on voulait savoir quelque chose sur notre star préférée, soit il fallait aller chercher son magazine de type Star Club, soit il fallait attendre l'émission de Séverine Ferrer. Et grâce à Séverine, on avait accès à des coulisses et des reportages sur les artistes les plus en vue du moment. Bref, une vraie immersion pour être au plus proche de nos idoles. Et l'émission, elle a eu un tel succès qu'elle a duré plus d'une décennie à l'antenne. Et à partir de 2006, c'est Sandra Lou qui va prendre les rênes de l'émission, puis de 2008 à 2009, Karine Ferry. En 2010, l'émission elle change de chaîne, elle passe sur W9 jusqu'en 2011 avant l'arrêt définitif de l'émission. Et elle change de nom. Fan 2 devient Fan de Star. Bon ok, c'est pas le changement du siècle, mais quand même, c'est bien de le souligner. Et pendant toute cette période, l'émission a su rester un symbole des programmes musicaux et people qui rythmaient les semaines des jeunes téléspectateurs à une époque où l'accès à l'actu des artistes était encore largement dépendante de la télévision. Une émission incarnée par des présentatrices qui collaient totalement à l'émission, qui parlaient au jeune public et qui a évolué en même temps que lui. Même si on ne va pas se mentir et sans vouloir offenser personne, mais pour moi, Fan 2, ça reste Séverine Ferrer. Bref, une émission qui, bien qu'arrêtée depuis longtemps, reste gravée dans notre mémoire et de ceux qui ont grandi avec elle. Et elle symbolise un peu une époque où la télévision, c'était la principale porte d'entrée vers la culture musicale et l'intimité un peu de nos stars préférées. Et petite fouine que nous étions, on adorait ça. Allez, cette fois-ci, on change un petit peu de registre avec une émission de divertissement. Toujours avec des stars, mais cette fois-ci, c'est elle qui débarquait dans nos salons. Vous avez évidemment reconnu Star à domicile. Une émission de divertissement culte du début des années 2000, diffusée sur TF1 et qui est rapidement devenue un rendez-vous incontournable pour toute une génération de téléspectateurs. Lancée en 2001, cette émission elle a su capter l'attention grâce à un concept émotionnel et original qui mêle surprise, musique et rencontres improbables entre fans et célébrités. Présentée par Flavie Flament, figure médiatique de l'époque, elle est diffusée en première partie de soirée sur TF1 jusqu'en 2004. Et le principe de l'émission, il est très simple, filmer la rencontre d'un admirateur avec l'une de ses stars préférées, organisée à son insu dans un lieu familier comme sa maison, son école ou son travail. Avec la complicité de ses proches, la production orchestre une surprise complète, filmant à la fois les préparatifs, les témoignages et le moment où la célébrité apparaît. Ce qui a d'ailleurs donné parfois de grands moments de solitude, mais très drôles et très touchants. On se souvient toutes et tous de cette fan de Laurie qui était surprise dans son lit pendant qu'elle pionçait peinardos et du coup elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai. Elle se réveille pas. Je crois qu'on la dérange. Regarde qui c'est qui est près de toi. La structure de l'émission, elle alterne des portraits d'admirateurs préparés par leurs proches et des reportages sur les préparatifs de la rencontre, puis la rencontre en elle-même, suivie d'un moment
en plateau où fans, stars et entourage revivent ensemble l'expérience. Bref, c'est rempli d'émotions. Et c'est une belle brochette d'artistes que l'on a vu défiler dans les salons, les mariages ou les cours d'école, puisqu'il y a eu notamment Alizée, Jennifer, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Pascal Obispo, Céline Dion, Priscilla, Jamel Debbouze, Yannick Noah ou encore Kylie Minogue, ce qui démontrait clairement l'éclectisme des invités et l'ampleur de la popularité de l'émission à l'époque. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Mais un succès qui a finalement été assez éphémère puisque ça s'est arrêté en 2004. Mais si vous regardez cette vidéo, vous le savez comme moi que la nostalgie de nos années 2000 est bien plus forte que tout. Et Star à domicile a fait donc son grand retour en 2025 sur nos écrans avec cette fois-ci à la présentation Isabelle Iturburu. Même concept, même émotion, même intensité. Bref, une émission divertissante et touchante qui reste encore aujourd'hui un beau souvenir de nos années 2000. Et surtout le symbole d'une époque où la télévision créait vraiment des moments forts entre les stars et leur public. Un rendez-vous que l'on ne loupait pas lorsque l'on était enfant et ado. Un peu une sorte de message subliminal à nos parents avec l'espoir un petit peu de voir débarquer un matin entre deux bols de choc à pic notre star préférée. Allez, on change totalement de registre et cette fois-ci on part du côté de France 2 avec une émission emblématique pour la jeunesse, KD2A, carrément déconseillé aux adultes. Diffusée entre 2001 et 2009 les mercredis et samedis matins, KD2A remplace à ce moment-là l'émission jeunesse antérieure, La planète de Donkey Kong. Et l'objectif de France Télévisions à ce moment-là, c'est tout simplement d'harmoniser l'ensemble de ces chaînes. L'objectif, c'est de couvrir un éventail large au niveau de la jeunesse. Sur France 5, on a les zouzous qui vont viser surtout les tout petits, et sur France 3, on a les minicums qui visent les 4-10 ans. KD2A va donc principalement s'adresser à un public ado âgé entre 11 et 18 ans, mais comme le faisait déjà La planète de Donkey Kong. Et l'émission, elle va très rapidement se démarquer par son format qui est unique, puisqu'elle alterne diffusion de séries et mini-fictions qui sont incarnées par des personnages joués par des comédiens et qui offrent donc un mélange de divertissement et petites histoires immersives. À l'origine, l'émission, elle est donc incarnée par André, Ben, Julie et Samia, dont la vie est racontée dans de courtes scénettes diffusées entre les séries. Ça donne un ton proche de la vie adolescent, avec des sketchs réalistes qui favorisent l'identification du public, et chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Et côté série, à son lancement, l'émission, elle va plutôt favoriser des séries plutôt américaines. On va avoir notamment Sabrina l'apprentie sorcière, Sister Sister, Totalement jumelles, Lizzie McGuire ou encore Degrassi nouvelle génération. Une programmation qui faisait de l'émission une porte d'entrée vers ces programmes pour un public qui n'avait pas toujours accès à d'autres chaînes spécialisées et où on pouvait retrouver ces séries-là. Et à partir de 2003, KD2A change de format. Cette fois-ci, c'est un animateur, Jérémy Ganneval, que l'on voit à la tête de l'émission et qui est en charge de lancer les séries. Puis à partir de 2004, Jérémy laisse sa place à Johan Sauver, que vous devez très bien connaître, de par KD2A, mais aussi grâce à sa voix puisqu'il est un comédien de doublage connu et reconnu. Lucas Scott, Troy Bolton, Andrew Van de Kamp ou encore dernièrement Vecna et Henry dans la série Stranger Things. Un monde cruel et oppressant, dicté par des règles inventées de toutes pièces. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, chacune de nos vies résumée à une version ternie et fade en comparaison de la précédente. Se réveiller le matin, manger, travailler, dormir, se reproduire et mourir. Mais c'est à partir de 2006 que l'émission va connaître son changement le plus majeur. Toutes les cases jeunesse de France 2 sont peu à peu regroupées sous la même marque de KD2A, avec un nouveau logo et un habillage modernisé. Johan incarne à lui seul l'émission, et les scénettes autour des personnages ne sont plus diffusées entre les programmes, mais regroupées dans la série Sam, Julie, André, Ben et les autres, et dans quelques épisodes événementiels qui sont programmés au cours de la saison. Mais du coup, petit à petit, l'émission, elle va perdre un peu de sa
ça superbe. Exit l'animateur qui est remplacé par une voix off et les horaires ils sont réduits de plus en plus. Après 8 saisons, KD2A s'arrête définitivement à la fin de l'été 2009 en raison d'une baisse d'audience. Malgré tout, elle reste une émission jeunesse qui reste associée à la télé de jeunes des années 2000, mélangeant séries cultes, humour et petites histoires de vie, et qui symbolise une époque où la télévision façonnait encore les goûts et les références des adolescents de l'époque. Et c'est quand même grâce à KD2A que nous avons pu découvrir des séries qui nous ont vraiment marqué durant cette époque-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir sur ma chaîne le premier épisode dédié aux séries de nos années 2000. Ça risque de vous rappeler quelques souvenirs supplémentaires. Et on va terminer avec une émission qui a été diffusée pendant plus de 20 ans, des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Une émission que l'on regarde encore aujourd'hui avec énormément de plaisir et avec laquelle on apprend quand même beaucoup de choses. Je vous parle évidemment de C'est pas sorcier. Émission de vulgarisation scientifique culte qui a marqué des générations d'enfants, d'adolescents et même d'adultes en France et à l'étranger. C'est pas sorcier est diffusé pour la première fois en 1993 sur France 3. Un concept unique qui permet de rendre accessibles des sujets parfois un petit peu complexes. Présenté par notre chère Jamie, accompagnée parfois de Fred, parfois de Sabine ou des deux en même temps, l'émission elle combine reportage sur le terrain, expérience, maquettes explicatives et humour, depuis un camion laboratoire, Marcel, devenu culte et emblématique. Un camion qui est devenu aussi célèbre que ses présentateurs au final. Et puis il y a aussi la petite voix interprétée par la comédienne Valérie Drey. Bref, tout est culte et chaque protagoniste a son importance dans cette émission. Mais alors, pourquoi ce ne sont pas des planètes ? Eh bien, vous le voyez, les planètes qui gravitent autour du Soleil ont toutes fait le ménage autour d'elles, alors que Pluton, Eris, Oméa, Makemake gravitent autour du Soleil, mais au milieu d'une foule d'autres corps. C'est la raison pour laquelle les astronomes ont préféré créer une nouvelle catégorie de corps célestes, les planètes naines. Chaque épisode, il explore un thème particulier en profondeur avec des explications claires, des démonstrations concrètes et une énergie communicative qui permet à des sujets scientifiques, techniques ou historiques d'être compris par un large public, y compris les plus jeunes. Mais avant de devenir l'émission culte que nous connaissons toutes et tous, C'est pas sorcier portait le nom de Fractal, présenté par Fred, mais également par Patricia Saboureau entre 92 et 93. L'émission, elle accueillait un ou plusieurs invités pour évoquer le sujet abordé. Et ce n'est donc qu'à partir de 93 que l'émission va changer et devenir C'est pas sorcier, et que nous allons découvrir par la même occasion Jamie. Sabine, quant à elle, elle arrive dans l'émission à partir de 1999. Et au fil des années, C'est pas sorcier, c'est devenu bien plus qu'une simple émission, c'est un vrai phénomène culturel. Et si durant les années 90-2000, l'émission elle est restée sensiblement la même, sans changer trop de format, c'est à partir de 2011 que l'émission elle va évoluer vers une nouvelle formule dans le but de rajeunir l'émission et d'élargir le public. Jamie, cette fois-ci, il se déplace, il va à la rencontre des spécialistes, les maquettes sont remplacées et désormais les choses, elles nous sont présentées via des réalisations 2D ou 3D, le camion il disparaît, ce qui enlève tout le charme de l'émission, on est d'accord, soyons un peu rabat-joie. Bref, C'est pas sorcier 2.0 est en train de naître. Puis finalement, fin 2012, l'arrêt de l'émission est annoncé pour le mois de juin 2013. Puis finalement, la chaîne annonce en avril 2013 que l'émission se poursuit et au mois d'août, une nouvelle formule devrait voir le jour sans Fred et sans Sabine. Une idée qui s'avère être un échec puisque finalement l'émission s'arrête à la fin de cette dernière saison et donc l'idée de cette nouvelle formule ne verra pas le jour. Mais C'est pas sorcier, c'est une émission qui dure dans le temps, qui nous a marqué et qui est d'utilité puisqu'elle est encore aujourd'hui rediffusée sur de nombreuses chaînes et reprise en ligne sur des plateformes comme YouTube. Bref, une émission qui a su rendre la science accessible et passionnante et qui reste dans les mémoires comme un incontournable de la télévision éducative. Ces 6 émissions, même si elles étaient très différentes les unes des autres, elles avaient toutes quelque chose en commun, elles parlaient directement à notre génération. Elles nous ont fait chanter, rêver, on a appris, admiré des stars, suivi des parcours et parfois même elles nous ont fait croire que nous aussi, on pouvait être à la place des gens qu'on voyait
à l'écran. Il y avait quelque chose de spécial dans ces programmes qu'on attendait chaque semaine devant la télé familiale, sans pouvoir les mettre en pause ou les revoir plus tard, sauf si vous aviez un magnétoscope qui pouvait enregistrer. Et ouais, la grande classe. Mais par contre, il fallait pas se planter dans le choix de la VHS. Parce que le risque, c'était quand même d'enregistrer Star à domicile sur le spectacle d'école de fin d'année. Et là, c'était le drame. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a rappelé des souvenirs, donné envie de replonger dans ces émissions ou simplement fait sourire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de souvenirs de nos années 90-2000. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle émission vous avez marqué durant ces années-là, celle que vous attendiez avec impatience chaque semaine. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un deuxième épisode de cette série pour qu'on puisse élargir à d'autres émissions. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!